Bloquée sur la 61, une dirigeante millionnaire entend un enfant lui dire « Mon papa peut tout réparer ». Ce qui s'est passé ensuite va vous émouvoir et peut changer votre regard sur la vie. Si vous voulez découvrir comment se termine cette incroyable tournure du destin, abonnez-vous dès maintenant. Victoire Delma n'avait pas l'habitude d'être démunie. Elle avait 35 ans, présidente d'une scale-up de biotechnologie basée à Paris-Saclay, et sa fortune personnelle était estimée à plus de 200 millions d'euros. Elle conduisait une Alpine à 110 bleue, portait un tailleur en lin ivoire parfaitement coupé et un cabagoyard qui valait plus qu'une année de salaire pour la plupart des gens. Et maintenant, elle était assise sur le bas-côté de la 61 entre Toulouse et Carcassonne, capot ouvert, moteur fumant, sans la moindre idée de ce qu'elle devait faire. Son téléphone n'affichait aucun réseau. La dépanneuse annoncée par l'assistance pouvait mettre des heures. Le soleil descendait derrière les collines couvertes de vignes et les voitures qui filaient sur la bande de gauche passaient sans ralentir, comme si elle était invisible. Elle entendit alors une petite voix derrière elle. Elle se retourna et aperçut un garçonnet d'environ 4 ans, t-shirt rayé, short en dénime, les yeux bruns immenses et sérieux. Il pointa du doigt le panache de fumée et dit avec l'assurance tranquille des enfants que son papa pouvait réparer ça. Son papa pouvait tout réparer. Victoire suivit son geste et remarqua, à 200 mètres à peine, une petite maison en pierre au bord d'une route départementale qui longeait l'autoroute, avec une vieille remise transformée en atelier. Elle n'imaginait pas encore que ce petit garçon et son père allaient changer sa vie pour toujours. Si tu es prêt pour cette histoire, écris en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Victoire Delma avait construit sa vie autour d'un principe simple, le contrôle. Elle contrôlait son entreprise, ses finances, son agenda, ses relations. Rien ne se produisait dans sa vie sans son accord explicite et elle l'aimait ainsi. Fille d'un entrepreneur aisé installé à Neuilly, elle avait fréquenté les meilleurs lycées, étudié à Oxford puis complété un passage à l'école polytechnique en programme d'échange, et à 26 ans elle avait repris la direction du groupe fondé par son père lorsqu'il était mort d'un infarctus. Sous sa conduite, Delma Biotech avait triplé de valeur et figurait désormais parmi les 3 acteurs les plus influents de la biotechnologie en France. Le succès avait pourtant un prix. Victoire avait été fiancée 3 fois et avait rompu 3 fois, persuadée que ses hommes ne pouvaient pas suivre son rythme ni comprendre ses exigences. Elle travaillait 80 heures par semaine, n'avait pas d'amis proches en dehors du milieu professionnel. Pendant ses rares heures libres, elle partait seule au volant sur les routes bordées de garrigues, entre vignobles et murets de pierres sèches, pour sentir quelques instants une liberté qu'elle maîtrisait encore. Ce vendredi de septembre était l'un de ces instants. Elle avait une réunion stratégique à Montpellier et avait décidé de conduire jusqu'au Languedoc plutôt que de prendre l'avion, afin de s'offrir quelques heures de silence. La route avait été parfaite. Le ruban d'asphalte vibrait sous les pneus, l'air tiède entrait par la vitre entr'ouverte avec des odeurs de thym et de poussière chaude, les rangées de cèpes défilaient comme des lignes écrites au cordeau à même la terre rouge. Puis le moteur avait émis un bruit étrange, bref, suivi d'un souffle plus grave, et une volute blanche s'était échappée du capot. Victoire avait rangé l'Alpine sur la bande d'arrêt d'urgence, coupé le contact, puis tiré la languette du capot. Elle avait contemplé les durites, le vase d'expansion, les carénages, les pièces sombres et tièdes qui palpitaient encore de chaleur, et s'était rendu compte qu'elle n'avait absolument aucune idée de ce qu'elle regardait. Elle était brillante en stratégie, connaissait chaque chiffre de ses bilans par cœur et savait faire taire une salle pleine d'investisseurs d'un seul regard. Mais les voitures, pour elle, étaient des choses qui devaient fonctionner, pas des choses auxquelles on pensait. Son téléphone affichait toujours aucun signal. L'autoroute était ici moins fréquentée, un tronçon perdu entre 2 villes, avec des villages clairsemés et éloignés les uns des autres. Elle avait demandé à son assistant de ne pas la déranger, personne ne s'inquiéterait avant qu'elle ne manque la réunion, et cela n'arriverait que dans plusieurs heures. Victoire s'assit sur l'asphalte tiède près de son Alpine, oubliant ses chaussures coûteuses, ignorant son tailleur immaculé que la poussière tachait déjà. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une émotion qu'elle reconnaissait à peine. L'impuissance. Puis le petit garçon arriva. Noé, que tout le monde appelait simplement Noé, avait 4 ans et était persuadé que son père était la meilleure personne du monde. Son papa pouvait tout faire. Il réparait les voitures et les vélos, les machines à laver, et une fois même la télévision que maman avait cassée par accident avant de partir et de ne plus revenir. Noé ne comprenait pas vraiment pourquoi maman était partie. Papa disait que maman l'aimait toujours, mais qu'elle devait vivre ailleurs, très loin, dans une grande ville où Noé ne pouvait pas aller la voir souvent. Noé pensait à elle surtout la nuit,
Quand papa le bordait dans son petit lit et que la place à côté restait vide, là où maman s'allongeait autrefois pour lui lire des histoires. Alors il serrait fort son doudou et écoutait la voix de papa, chaude et douce, qui effaçait un peu le manque. Papa travaillait dans son atelier accolé à la maison, un vieux mas en pierre blondie par le soleil, avec des volets bleus qui claquaient quand le vent se levait. Il réparait des voitures et des tracteurs, et parfois aussi les machines des vignerons, les vendangeuses et les motoculteurs qui toussaient au retour des champs. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Noé le savait, parce que papa disait parfois qu'il fallait faire attention, que ce mois-ci on ne prendrait pas de nouveaux jouets. Mais papa donnait toujours suffisamment à manger, lisait des histoires chaque soir et l'emmenait à l'atelier où Noé avait le droit d'observer depuis son petit tabouret, les mains sur les genoux, tandis que papa démontait les moteurs avec ses grandes mains noircies d'huile puis les remontait pièce après pièce. Il y avait l'odeur d'essence et de fer chaud, le vieux poste qui grésillait sur France Bleu Occitanie, des pots de vis triés par taille, et un torchon qui sentait le savon de Marseille. Ce vendredi après-midi, Noé jouait dans le jardin, entre les touffes de thym et les pierres plates chauffées par le soleil, quand il aperçut la voiture bleue sur la route. Il n'avait jamais vu une voiture aussi belle, bleue comme son petit modèle réduit qu'il gardait souvent dans sa poche, bleue comme le ciel quand il n'y avait pas de nuages. Il s'approcha de la barrière et regarda la dame sortir, ouvrir le capot, puis s'asseoir par terre pendant que de la fumée blanche s'élevait en ruban. Elle avait l'air triste, pensa Noé. Triste et un peu perdu, comme lui parfois quand il pensait à maman. Alors Noé fit ce que papa lui avait toujours dit de faire quand quelqu'un avait besoin d'aide. Il y alla et proposa son aide. Ou plutôt, il proposa l'aide de papa, parce que papa était celui qui savait réparer les choses. Il poussa la barrière, traversa prudemment le chemin caillouteux qui conduisait à la départementale, surveilla les voitures qui passaient au loin, puis s'arrêta à côté de la dame en tailleur clair et désigna le capot fumant. « Mon papa peut réparer ça, dit-il d'une voix sûre. Mon papa peut tout réparer. » Il se faufila par le petit portillon du jardin, traversa prudemment la bande d'herbe sèche entre la maison et la route, évita le fossé, puis se planta devant la femme aux longs cheveux bruns et aux chaussures chères. Elle le regarda avec des yeux si fatigués que Noé se demanda si, elle aussi, n'avait personne pour lui lire des histoires le soir. Il montra le moteur qui fumait et répéta qu'un papa pouvait réparer ça. Il le dit avec la certitude absolue d'un enfant qui n'a aucune raison de douter de son père. La femme le fixa un long moment, puis demanda où était son papa. Noé pivota et indiqua du doigt la petite maison en pierre avec l'atelier attenant, à peine visible d'ici derrière les pins et les vignes. Et puis, parce que Noé était un enfant poli, il tendit sa petite main pour la conduire jusque-là. Armand Rigal avait travaillé 13 ans comme mécanicien dans une grande concession Peugeot de Toulouse, à la Bêche. Il faisait partie des meilleurs, l'homme à qui l'on confiait les dossiers qui résistaient aux autres, les pannes capricieuses, les moteurs qui rendaient fous les collègues. On le respectait à l'atelier, ses supérieurs comptaient sur lui, et une carrière stable, avec promotion et bon salaire, s'ouvrait devant lui. Mais Élise, sa femme, rêvait d'une autre vie. Elle avait grandi en ville, dans un petit appartement près de Jean Jaurès, et parlait depuis toujours d'une maison à la campagne, loin du tumulte, où ils élèveraient leurs enfants dans le calme et la nature. Elle voulait un potager, peut-être quelques poules, l'odeur du thym et de la terre chaude plutôt que celle des gaz d'échappement. Armand avait partagé ce rêve. Ils avaient réuni leurs économies et acheté ce petit mas de pierre avec une remise qu'il transforma en atelier. À une vingtaine de kilomètres de la grande ville la plus proche, entourée de vignes, de garrigues et d'une paix qui, après le bruit de Toulouse, sonnait comme de la musique. Pendant 3 ans, tout avait été parfait. Noé était né, un garçon en pleine santé avec les cheveux clairs d'Élise et les yeux bruns d'Armand. L'atelier tournait assez bien pour payer les factures, les vignerons du coin avaient besoin de quelqu'un pour leurs tracteurs et leurs vendangeuses, et la réputation d'Armand comme mécano fiable s'était vite répandue. Élise s'épanouissait dans cette nouvelle vie, plantait des tomates, tressait des bouquets d'herbes, faisait cuire des pains qui parfumaient la maison d'une chaleur rassurante. Ils étaient heureux, ou du moins Armand le croyait. Puis un matin, Élise s'était réveillée en disant qu'elle n'en pouvait plus. Le silence tant désiré l'étouffait. Elle avait soif de la vie qu'elle avait laissée, de carrière, d'aventure, de choses qu'Armand ne pouvait pas lui offrir. L'ironie ne lui échappait pas. Elle avait rêvé de cette vie et maintenant elle fuyait. Elle était partie s'installer à Paris, avait trouvé un poste dans une agence de publicité près de Bastille et revenait une fois par mois pour voir Noé, puis un peu moins souvent, puis plus du tout. Armand n'avait pas compris ce qui s'était passé. Il avait aimé Élise, il avait cru qu'ils étaient heureux,
Il avait pensé que leur vie commune suffisait. Pour Élise, ce n'était pas suffisant, et Armand s'était retrouvé avec un petit garçon de 2 ans et un cœur en miettes, dans une maison soudain trop grande et trop silencieuse. 2 ans plus tard, il avait appris à être seul. Il avait appris à cuisiner pour Noé. Des repas simples au début, omelettes aux fines herbes, pâtes au pistou, soupe de pois chiches, puis de mieux en mieux, jusqu'à ces plats qui réconfortaient et rappelaient sa propre enfance, le gratin de courgettes du voisin qui donnait ses surplus, le poulet du dimanche avec un jus qu'il laissait réduire doucement. Il avait appris à couper les cheveux de Noé, d'abord avec des ciseaux de cuisine, ensuite avec une petite tondeuse achetée d'occasion. Il avait appris à répondre aux questions sur Maman sans se briser et à le consoler la nuit quand les cauchemars revenaient ou quand l'orage roulait sur les collines. L'atelier était devenu son refuge. Parmi les voitures et les tracteurs, entouré de l'odeur familière d'huile chaude, de métal et de poussière chauffée par le soleil, Armand trouvait une paix qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Ici, tout avait un sens. Les moteurs obéissaient à des règles. Les problèmes avaient des solutions. Les choses cassées pouvaient être réparées. Pas comme la vie. Pas comme l'amour qui s'était fendu net malgré tous ses efforts. Ce vendredi après-midi, Armand était sous un vieux tracteur de vigne appartenant à un vigneron de l'Or Minervois quand il entendit Noé l'appeler. Il glissa sur sa planche à roulettes, sortit de sous le châssis, les mains noires d'huile, le visage perlé de sueur, la chemise marquée par une journée de travail. Il vit son fils qui tenait la main d'une femme qui paraissait tout droit sortie de la couverture d'un magazine, et non du gravier de sa cour. Noé expliqua en s'embrouillant dans sa hâte que la voiture de la dame était cassée. La voiture bleue sur la route, la plus belle qu'il ait jamais vue, et que papa allait la réparer, parce que papa pouvait tout réparer. Armand regarda la femme qui, malgré la qualité évidente de ses vêtements, avait l'air épuisé et désemparé. Son tailleur clair était poudré de poussière, une mèche s'était échappée de son chignon et ses escarpins portaient déjà des traces du chemin. Il jeta un coup d'œil vers l'Alpine immobilisée le long de la voie, où une vapeur tiède s'échappait encore du capot. Il comprit presque aussitôt que c'était un souci de refroidissement. Probable durite fendue ou module fatigué. Il fit ce qu'il faisait toujours quand quelqu'un avait besoin d'aide. Il hocha la tête, s'essuya les mains sur un vieux chiffon et dit qu'il allait jeter un œil. Il s'avéra que l'Alpine souffrait bien d'un problème de circuit de refroidissement. Rien de catastrophique, mais il fallait les pièces adaptées. Des pièces qu'Armand n'avait pas en stock. Il pouvait les faire venir de Carcassonne le lendemain matin. Victoire se tenait dans le petit atelier, entourée d'un établi piqué de taches noires, d'un calendrier fané avec une vieille déesse, du souffle des cigales au dehors qui entraient par la porte ouverte. Elle écoutait les explications d'Armand avec un mélange de frustration et d'admiration, impressionnée par sa façon de parler de sa voiture comme d'une mécanique parmi d'autres, sans se soucier de son prix ni de qui elle semblait être. Cet homme en combinaison tachée d'huile parlait de son Alpine comme d'un véhicule ordinaire, comme si son moteur ne valait pas plus que tout ce qu'il y avait sur ce terrain. Il ne la traitait pas comme une millionnaire, ni comme une dirigeante importante, mais simplement comme une cliente avec une voiture en panne. C'était rafraîchissant et en même temps déstabilisant. Elle demanda s'il pouvait appeler un taxi. Armand expliqua que la borne la plus proche était à Trèbes ou à Carcassonne, à presque 20 kilomètres, et qu'à cette heure rien ne garantissait que quelqu'un se déplacerait jusqu'ici. Elle demanda alors un hôtel. Le plus proche était en ville, à une trentaine de kilomètres, et sans véhicule ce serait compliqué. Pas de bus le soir, et la départementale était sombre une fois la nuit tombée. Si cette histoire te plaît, laisse un like et abonne-toi. On continue. Noé, qui avait tout entendu, proposa que la dame dorme chez eux. Ils avaient une chambre d'amis, celle où venait autrefois sa mamie quand elle passait le week-end. La dame pourrait y dormir, et demain, quand papa aurait réparé la voiture, elle pourrait repartir. Victoire voulut refuser. Tout en elle criait qu'elle devait trouver un moyen de s'échapper, retourner dans son monde contrôlé où tout suivait un plan. Mais elle vit le visage plein d'espoir de Noé, la tranquillité d'Armand, et quelque chose céda en elle. Elle dit oui. Le dîner fut simple. Armand lança une grande poêle, ajouta de l'huile d'olive, de l'ail écrasé, des tomates du jardin et un pistou vert qui parfumait l'air. Il fit cuire des pâtes et les mélangea avec la sauce, posa une petite salade de roquettes sur la table, un morceau de chèvre frais et un quignon de pain. Pendant qu'il cuisait, Noé fit visiter l'atelier à Victoire et lui montra les outils dont il connaissait déjà le nom. La clé de 12, la clé dynamométrique, les tournevis cruciformes et plats, et même les différents bidons d'huile qu'il reconnaissait à l'odeur.
Il lui montra fièrement le tabouret sur lequel il s'asseyait pour regarder papa travailler, le vieux transistor posé sur l'étagère et la boîte où il rangeait les rondelles classées par diamètre. Victoire n'avait pas mangé un repas aussi simple depuis des années. D'ordinaire, elle dînait dans des restaurants étoilés où se faisait servir par son chef à domicile. Mais ses pâtes au pistou, avalées à une table branlante, avec un petit garçon de 4 ans qui bavardait à côté d'elle en mettant de la sauce sur son t-shirt rayé, furent le meilleur repas qu'elle avait goûté depuis longtemps. La cuisine était petite et chaleureuse, avec des pots de thym et de basilic sur l'appui de fenêtres, des dessins d'enfants accrochés au frigo par des aimants en forme de coccinelle. Ça sentait l'ail, l'huile chaude et le bouquet de lavande posé près de l'évier. Victoire regarda autour d'elle et essaya de se souvenir de la dernière fois où elle avait mangé dans une cuisine qui ressemblait à un vrai chez-soi. Après le dîner, Noé lui montra sa collection de petites voitures. Il était particulièrement fier d'une minuscule voiture bleue qui ressemblait à s'y méprendre à l'Alpine de Victoire. Elle trônait sur sa table de nuit pour qu'il puisse la voir chaque soir avant de s'endormir. Il expliqua qu'il l'avait achetée lui-même avec l'argent de son anniversaire parce que c'était la plus belle voiture qu'il avait jamais vue. Et maintenant il en avait vu une vraie voiture bleue. Et elle appartenait à une dame gentille qui allait dormir chez eux. Victoire écoutait et sentit dans sa poitrine quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Cette famille possédait si peu comparé à elle, et pourtant il semblait avoir tant. De la chaleur, du lien, une tendresse qui passait dans chaque regard entre le père et le fils. Quelque chose que ces millions ne pourraient jamais acheter. Quand Noé fut couché, après qu'Armand lui eut lu une histoire et que Victoire eut écouté depuis l'embrasure de la porte, ils s'installèrent sur la petite terrasse et burent un café pendant que les étoiles éclataient au-dessus des collines du Languedoc. La nuit était d'une clarté presque irréelle. Le ciel, loin des lumières de Paris, vibrait de constellations. On entendait les grillons dans les herbes sèches. Par instants, un souffle de vent glissait l'odeur de thym sur la table en bois. Armand lui parla d'Élise, de son rêve d'une vie simple qui s'était brisée, des nuits où il s'était demandé ce qu'il avait mal fait, des réponses qui ne venaient pas. Victoire lui parla de sa vie à elle, de l'entreprise qu'elle dirigeait, des 3 fiançailles interrompues avec des hommes qui ne l'avaient jamais vraiment regardée, de cette solitude si dense qu'elle n'osait plus la dire à personne. Elle parla de son père qui lui avait appris que le travail passait avant tout, et de sa mère presque toujours absente, prise par des obligations mondaines qu'elle ne comprenait pas. C'était la première fois depuis des années qu'elle s'ouvrait ainsi. Armand écouta sans juger, sans interrompre, sans tenter de l'impressionner ni d'obtenir quoi que ce soit. Il était simplement là, présent, attentif, comme personne ne l'avait été depuis longtemps. Il ne voyait pas la millionnaire Victoire d'Elma, mais une femme qui avait besoin d'aide et peut-être d'un peu de douceur. Cette nuit-là, Victoire dormit dans la petite chambre d'amis, entourée de couvertures piquées à la main par la mère d'Armand et du parfum de lavande glissé dans la tête d'oreiller. Le lit n'était pas aussi confortable que son lit sur mesure à Paris. Le matelas avait un creux discret, les ressorts chuchotaient à chaque mouvement. Pourtant elle dormit plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis des années, sans comprimer, sans l'agitation nerveuse qui habituellement la suivait jusqu'au matin. L'Alpine fut prête le lendemain. Armand avait fait venir la durite et le module nécessaire depuis Carcassonne à la première heure. Il avait purgé le circuit, vérifié les serrages, laissé tourner le moteur jusqu'à stabilisation de la température. La voiture ronronnait de nouveau, prête à filer vers Montpellier. Victoire tendit la main vers son téléphone pour prévenir son assistant et se surprit à différer la réunion au lieu de la sauver coûte que coûte. Retenue sur la route, dit-elle. Elle viendrait lundi. S'il fallait, elle ferait une visioconférence. Elle resta le week-end. Elle aida Armand à l'atelier, sans vraiment aider. Elle regarda surtout, posa des questions, apprit. Elle découvrit la patience qu'il fallait pour desserrer un collier sans abîmer une durite, l'odeur un peu sucrée du liquide de refroidissement, la satisfaction de sentir une mécanique revenir à la bonne température. Elle observa Armand régler un carburateur de vieil utilitaire, puis graisser une chaîne de vendangeuse. La radio murmurait, Noé passait et repassait avec son camion en plastique. Elle joua avec Noé. Ils empilèrent des cubes jusqu'à ce que la tour tangue puis s'écroule dans un éclat de rire. Ils firent des courses entre les oliviers, des parties de cache-cache dans le jardin où les buissons de romarin devenaient des forteresses. Elle le laissa gagner à des jeux qu'elle ne connaissait pas encore et se laissa entraîner par sa joie simple. Elle mangea de nouveau des repas modestes à la table qui vacillait sur son carreau ébréché. Une omelette aux cèpes cueillies par un voisin tôt le matin, une fougasse tiède,
des tomates striées de sel et d'huile d'olive, quelques abricots à peine froissés. Et elle constata qu'au fond, les restaurants étoilés et le chef à domicile ne lui manquaient pas. Ici, tout avait le goût de quelque chose qu'elle avait oublié. Une vie qui nourrit, une simplicité qui rassasie. Le dimanche soir, elle reprit la route vers Paris, mais elle revint le week-end suivant, puis celui d'après. Très vite, cela devint une habitude. Cette petite maison au bord de la départementale, cet homme aux mains tachées d'huile, ce petit garçon aux grands yeux, tout cela prit place dans son agenda comme on inscrit une évidence. Son comité de direction remarqua le changement. Elle restait efficace, toujours précise dans ses décisions. Mais elle travaillait moins tard, déléguait davantage, prenait du temps pour des choses sans rapport avec l'entreprise. Elle arrivait en réunion avec un sourire discret que personne ne lui avait jamais vu. Son assistant osa lui demander si tout allait bien. Victoire éclata d'un rire qu'elle ne s'était pas entendue faire depuis des années. Un rire venu du ventre, sans calcul. Noé l'appela bientôt Tata Vivi. Un surnom qu'elle aurait détesté en d'autres temps, mais qui, sorti de sa bouche, sonnait comme un cadeau. Il lui racontait la maternelle, les jeux dans la cour, la maîtresse qui parlait doucement. Il lui montrait ses dessins de voitures, de maisons et de famille. Il y avait désormais, à côté du papa et du petit garçon, une femme aux longs cheveux bruns qui tenait par la main un enfant qui lui ressemblait. Un soir, il lui demanda si elle pouvait être sa maman, parce que sa vraie maman n'était jamais là et qu'il en avait besoin d'une. Victoire ne trouva pas de réponse. Elle ne savait pas comment on devient mère. Elle n'avait jamais pensé avoir des enfants. Elle avait bâti sa vie sur la carrière et le succès, pas sur la famille. Pourtant, la question de Noé resta plantée en elle. Elle y pensait dans les silences. Qu'est-ce que cela voulait dire, avoir une famille? Qu'est-ce que cela voulait dire aimer et être aimé? Non pour ce que l'on accomplit, mais pour ce que l'on est. Armand ne parlait jamais de sentiments. Il était pratique et discret, peu enclin aux grandes déclarations. Mais Victoire voyait bien sa manière de la regarder quand il croyait qu'elle ne le voyait pas. La chaleur dans ses yeux. La douceur de sa voix quand il disait son prénom. Le temps qu'il prenait pour la guider à l'atelier, lui expliquer la différence entre une bague et une entretoise, la laisser serrer un écrou au bon couple, la corriger avec patience. Elle voyait son sourire quand elle apprenait un geste nouveau, la caresse légère de ses doigts quand elle lui tendait une tasse de café brûlante. Elle passait le samedi matin au marché de producteurs, choisissait des tomates lourdes et des figues fendillées, revenait avec des sacs chargés, riait quand le chien du voisin essayait de voler une fougasse. L'après-midi, elle marchait avec Noé le long d'un bras du canal du Midi, regardait les péniches glisser, apprenait le nom des oiseaux que lui criaient des enfants du village plus grands que lui. Le soir, il rentrait avec l'odeur du bois chaud et du linge séchant dans la cour. Un soir, 3 mois après leur première rencontre, Noé dormait déjà. Ils étaient assis de nouveau sur la terrasse. Les grillons striaient la nuit. La chaleur tombait lentement et la table gardait la tiédeur du soleil. Armand posa sa main sur la sienne, sans rien dire. Ses doigts rugueux entourèrent les siens, soignés et fins, et Victoire sentit se calmer en elle quelque chose qui bougeait depuis toujours. Ils s'embrassèrent cette nuit-là pour la première fois. Un baiser d'abord hésitant, puis sûr et doux, qui n'avait rien à voir avec les relations réglées de son passé. Rien de stratégique, rien de calculé. Quelque chose de réel, d'imprévu, de magnifique. Un an jour pour jour après le jour où son Alpine était tombée en panne au bord de la départementale, Victoire Delmas se tenait en robe blanche simple dans le jardin du Petit Mas et épousait Armand Rigal. La cérémonie était minuscule. Quelques amis, quelques voisins, un peu de famille. Rien à voir avec les événements pompeux qu'elle avait autrefois organisés pour ses partenaires d'affaires. Noé était porteur des alliances et prit sa mission avec un sérieux si touchant que tout le monde rit et pleura en même temps. Il portait un petit costume que Victoire lui avait choisi et sa voiture bleue miniature dans la poche, parce qu'il ne voulait aller nulle part sans elle. Victoire avait opéré des changements que ses anciens contacts avaient du mal à croire. Elle avait quitté la direction opérationnelle de Delma Biotech, tout en devenant présidente du conseil, une position qui lui permettait d'orienter la stratégie sans travailler 80 heures par semaine. Elle garda un bureau discret à Paris-Saclay. Mais chaque vendredi, elle prenait la route vers la maison de la départementale, qui était désormais la sienne autant que celle d'Armand et de Noé. Elle instaurait des processus, confiait davantage de responsabilités à ses directeurs et lança même un programme d'apprentissage pour former des jeunes des environs aux systèmes hybrides et électriques en partenariat avec l'atelier. La maison avait changé. Avec les moyens de Victoire, il l'avait rénovée, refait le toit avec des tuiles canal,
isolé les combles, ouvert une baie sur le jardin, agrandi l'atelier pour accueillir tracteurs et outillage. Armand avait insisté pour que cela reste leur maison et pas un décor. Alors tout demeurait sobre et chaleureux, le banc de pierre à l'ombre des platanes, les pots de basilic, l'odeur d'huile et de métal mêlée à celle du pain qui cuisait. Victoire avait appris à faire du pain. C'était sa première tentative de fabriquer quelque chose avec ses mains, quelque chose qui n'avait rien à voir avec des chiffres ni des plans. Le premier pain avait brûlé, le deuxième était resté plat, mais le troisième fut parfait. Noé déclara que c'était le meilleur pain du monde et elle rougit comme une enfant. Elle avait aussi appris à être mère. Pas parfaitement, pas selon un manuel. À sa manière. Elle lisait des histoires à Noé, l'aidait pour les devoirs quand il entra à l'école, le serrait contre elle lorsqu'il se réveillait triste après un rêve où sa mère lui échappait encore. Elle ne pouvait pas remplacer Élise et n'essayait pas. Elle pouvait être là, présente, aimante. Et cela suffisait. 2 ans après le mariage, Alma naquit, un petit bébé aux grands yeux bruns d'Armand et aux cheveux sombres de Victoire. Noé fut le grand frère le plus fier qu'on puisse imaginer et insista pour que sa petite sœur garde la voiture bleue, arguant qu'elle en aurait plus besoin que lui pour faire des rêves rapides. Parfois, Victoire s'asseyait sur la terrasse avec Alma sur les genoux, Noé contre elle, tandis qu'Armand travaillait à l'atelier. Elle pensait au jour où tout avait commencé, à l'alpine fumante, à la frustration impuissante, au petit garçon aux grands yeux qui lui avait dit que son papa pouvait tout réparer. Il avait eu raison, d'une manière qu'il ne pouvait pas encore savoir. Armand n'avait pas seulement réparé son alpine. Il avait réparé quelque chose en elle qu'elle n'avait même pas reconnu comme cassé, la capacité de faire confiance, d'aimer, de s'ouvrir à une vie qui ne suivait pas de plan mais qui, précisément pour cela, devenait magnifique. L'alpine restait dans la grange, à côté de la vieille camionnette d'Armand et du vélo que Victoire utilisait désormais pour des balades le long du canal du Midi avec Noé. Elle la conduisait parfois, quand la nostalgie de la route libre la saisissait, mais ce n'était plus son bien le plus précieux. Son bien le plus précieux s'asseyait sur la terrasse, riait, grandissait et l'appelait maman. Un jour, Noé posa une question que Victoire n'oublierait jamais. Est-ce que tu crois que les choses se cassent parfois pour qu'on puisse mieux les réparer? Mieux qu'avant. Victoire réfléchit et hocha la tête. Oui, dit-elle. Parfois il faut qu'une chose casse pour qu'autre chose, de meilleure, apparaisse. Comme ton alpine ce jour de septembre. Comme mon ancienne vie que j'ai laissée derrière moi. Comme mon cœur que j'ai protégé trop longtemps et qui est maintenant ouvert à tout ce qui peut venir. Mon papa peut réparer ça, avait dit Noé. Et son papa l'avait fait. Pas seulement la voiture. Il avait réparé la vie d'une femme qui ne savait pas qu'elle avait besoin d'être réparée. Pour cela, Victoire lui serait reconnaissante à jamais. Si cette histoire te fait croire que les plus beaux cadeaux arrivent quand on ne s'y attend pas, laisse un petit cœur pour me le dire. Et si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que ces histoires touchent quelque chose de vrai en toi. Pour ceux qui veulent soutenir ces récits, il est possible de laisser un super merci via le bouton ci-dessous. Chaque geste compte. Comme le geste de Noé ce jour de septembre, plus important que personne n'aurait pu l'imaginer. Parce que tu es resté jusqu'au dernier mot, tu fais partie de cette histoire. Si cette histoire vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour réparer ce qui compte, abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.